19e siècle qu'elle se déploie complètement, et sur le plan politique et sur le plan juridique. Par exemple, après la restauration anglaise en 1660 de Charles II, eh bien, c'est exprès que je fais cette petite introduction, eh bien, un certain nombre de partisans du Commonwealth de Cromwell se sont réfugiés en Europe, et notamment, d'ailleurs, certains en Suisse romande. Pourquoi? Parce que la Suisse était déjà un pays républicain, protestant, et qu'il y avait eu entre Berne, Genève, Zurich, des liens relativement étroits avec le régime de Cromwell. Ensuite, bien entendu, les liens avec l'Angleterre protestante ont repris. Donc, on peut quand même dire que la notion de réfugié politique, au sens contemporain du terme, apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qu'elle diffère des bénéficiaires du droit d'asile traditionnel. Là, pour remonter simplement à l'Antiquité, Thémistocle, le fameux Athénien, a bénéficié du droit d'asile lorsque l'ingrate République athénienne l'a poursuivi chez son ennemi Xerxès, roi des Perses. Mais c'est une scène très connue, mais c'est un droit d'asile au sens traditionnel du terme. À plusieurs reprises, pour rester dans notre sujet, au cours de la première moitié du XIXe siècle, le respect de cette notion du droit d'asile menacera l'autre concept en Suisse, celui de la neutralité. Neutralité qui, vous le savez, en 1815 a été reconnue dans les intérêts de l'Europe entière. Et alors, les événements de 1848 en Europe, une série de révolutions qui se propagent depuis février 48 en France, mais surtout à travers toute l'Allemagne, à travers les possessions italiennes de l'Empire d'Autriche, qui n'est pas encore l'Autriche-Hongrie, vont faire déferler sur la Suisse des milliers de réfugiés, notamment des réfugiés allemands. La première vague en 1848, c'est plus de 10 000, venus principalement de l'Allemagne du Sud, et c'est au nombre de ces réfugiés que compte Karl Vogt, dont il est vrai que le père était déjà professeur à l'université de Zurich, l'oncle à l'université de Berne, mais qui lui-même était un homme politique, républicain au Parlement de Francfort, et qui, à la suite de l'écrasement par la Prusse des libéraux et républicains allemands, est venu se réfugier en Suisse, comme plus de 10 000 Allemands. Dans le même temps, le royaume lombardo-vénitien, qui appartient depuis 1815, donc Milan, Venise, à l'Autriche, se révolte. Et ce sont des milliers d'Italiens du Nord qui se réfugient en Suisse. En 1849, il y aura une seconde vague, suite à des soulèvements dans le Grand-Duché de Bade, donc une partie de l'actuel Bade-Wurtemberg, et c'est de nouveau près de 9000 Allemands qui reviendront en Suisse. Comme la Suisse à cette époque est relativement peu peuplée, 4 fois moins en tout cas qu'aujourd'hui, il faut imaginer qu'aujourd'hui, ça serait comme une vague de près de 100 000 réfugiés qui débarquent en Suisse en quelques semaines. Alors bien sûr, ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes à la Suisse. Parce que les premiers réfugiés politiques qu'on a connus dans les années 30 étaient beaucoup moins nombreux. C'était soit des aristocrates russes poursuivis
par le tsar Nicolas Ier à la suite de la révolte manquée de ceux qu'on a appelés les décabristes ou les décembristes en 1826, au moment de l'alternance entre Alexandre Ier, le fameux empereur adversaire de Napoléon, et Nicolas Ier, ou des insurgés polonais qui, en 1831, n'acceptaient toujours pas la domination russe à Varsovie, ou autrichienne d'ailleurs à Cracovie, et qui sont venus se réfugier notamment en France. Mais il ne s'agissait que de quelques centaines de personnes, parmi lesquelles, bien sûr, vous le savez tous, Chopin. Donc, en 1848, on assiste à un mouvement de réfugiés politiques beaucoup plus considérable. Et c'est un moment de transition aussi pour la Suisse, puisque la nouvelle constitution fédérale de 1848 vient d'être adoptée, après l'échec du Sonderbund, et que les institutions fédérales, le Conseil national et le Conseil des États, se mettent seulement en place à l'automne 1848, au moment où arrive la première vague de réfugiés. Il faut le dire, si le Conseil national et le Conseil des États à cette époque sont dominés par le parti radical, vainqueur du Sonderbund, ce parti radical, d'ailleurs parti est un mot presque trop moderne pour ces mouvements politiques, ce parti est très divers. Vous avez déjà des libéraux qui sont plus conservateurs, des radicaux très progressistes, notamment dans les cantons romans et au Tessin, ça va jouer un rôle, et même l'adversaire très conservateur mais ancien radical Antoine Baumgartner de James Fazzi n'hésite pas à dire en 1849 qu'au fond, un radical zurichois est plus proche d'un conservateur genevois que d'un radical du canton de Genève. Donc c'est dire qu'en 1849 déjà, on voyait bien que ce conseil fédéral avec 7 membres radicaux sur 7 n'était pas aussi homogène qu'on le croyait. D'ailleurs, dans le problème des réfugiés politiques, 2 conseillers fédéraux sur 7, un Tessinois et Henri Druet le Vaudois, se rallieront aux idées émises notamment par le général Dufour. Pour faire bref, l'attitude vis-à-vis des réfugiés politiques était notamment, depuis 1836, une sorte de conclusum fait par la Diète fédérale, déterminée par le fait qu'on les acceptait à condition qu'il n'ait pas derrière eux un dossier de droit commun. Mais évidemment, en 1848, c'est plus compliqué que cela, parce que la plupart des réfugiés politiques n'ont pas de dossier de droit commun, et les puissances qui entourent la Suisse, c'est-à-dire principalement la Prusse, la Bavière, le Grand-Duché de Bade et l'Empire d'Autriche, essaient de faire pression sur le Conseil fédéral pour obtenir de la Suisse l'expulsion des réfugiés politiques. Évidemment, eux souhaiteraient que cette expulsion soit vers leur pays d'origine, de façon à pouvoir les arrêter, évidemment. Mais une autre forme d'expulsion, c'est de les expulser vers l'Algérie, qui est pourtant une colonie française déjà, ou vers les États-Unis, qui passent pour une terre de liberté.
Le général Dufour, qui est lui-même fils d'exilés politiques, c'est un homme certainement très modéré, mais il ne peut sans doute pas complètement ignorer son passé familial. Vous le savez, son père a fait partie des exilés genevois à Constance. Et en 1836, il s'était déjà indigné, au moment du fameux conclusum, de l'attitude de la Diète fédérale qu'il jugeait veule vis-à-vis des exigences de Louis-Philippe. En 1848, nous allons voir son attitude, et il ne variera pas au long de sa vie sur le même sujet, puisque en 1852, il aura la même attitude face au Conseil fédéral, face aux exigences d'un de ses amis personnels, Louis-Napoléon Bonaparte, président élu au suffrage universel, c'est le premier président français élu au suffrage universel, c'est pas de Gaulle, en 1848, et qui a fait un coup d'État en décembre 1851, préparant la voie à une restauration impériale qui aura lieu. Le coup d'État est le 2 décembre 1851, la restauration impériale le 2 décembre 1852, et donc les réfugiés républicains arrivent en Suisse dès janvier 1852. Les dates du 2 décembre sont évidemment choisies par rapport au 2 décembre 1804, qui est le couronnement de Napoléon Ier, et au 2 décembre 1805, qui est évidemment la bataille d'Austerlitz, encore plus glorieuse mémoire pour ce qui va être le Second Empire. Alors le Conseil fédéral, face à l'attitude de Dufour, envisage de l'envoyer, puisqu'on sait très bien qu'il a des relations particulièrement étroites avec son ancien élève à l'école d'officiers de Thun, pour l'envoyer négocier avec le président, le prince-président. Ça ne se fera pas et on peut regretter, en tant qu'historien, de ne pas avoir, au fond, le résultat qu'aurait pu entraîner cette négociation entre le Suisse et le Français. Mais, 3 ans, 2 ans et demi auparavant, que se passe-t-il en 1848? Il faut quand même se rendre compte, comme je vous l'ai laissé entendre, que la position de Dufour est partagée par de nombreux gouvernements cantonaux en Suisse alémanique comme en Suisse romande, et donc nous par 2 conseillers fédéraux. Seulement lui est parfaitement conscient des conséquences éventuelles d'une prise de position trop favorable aux réfugiés par rapport à la Suisse, puisqu'à son avis, la Suisse, d'une part, doit reposer sur certains principes, comme celui de la neutralité armée, mais aussi sur le droit d'asile qui ne saurait être bafoué pour des raisons purement contingentes. Il y a donc une volonté éthique, presque morale, dans l'attitude de Dufour. Et d'ailleurs, ces idées seront même reprises par le général le 25 janvier 1861 dans une conférence qu'il fera au Cercle des officiers de Genève. Alors, quelle est la situation en novembre 1848? Eh bien, elle est celle que je vous ai dit tout à l'heure. On accepte les réfugiés à condition qu'il n'ait pas de casier judiciaire. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière encore ce que la théorie juridique reconnaît par un arrêt du tribunal fédéral qui reconnaît qu'un comportement passif, comme la simple fuite à l'étranger, est un délit politique digne d'asile
si la participation active à la lutte pour le pouvoir politique est impossible ou pratiquement exclue. Et je vous le répète, expulsion à cette époque ne signifie nullement extradition. Les réfugiés politiques peuvent être conduits à la frontière de leur choix. En novembre 1848, la situation se tend en raison de l'affaire des réfugiés politiques lombardo-vénitiens, pour faire court, on va dire les réfugiés politiques italiens, qui arrivent au Tessin, mais qui, suite à une insurrection dans la Valteline, pour une partie d'entre eux, repassent la frontière en Valteline, sont évidemment les malheureux défaits et reviennent en Suisse. Évidemment, c'est là quelque chose qui est difficile à accepter pour les autorités d'occupation autrichiennes et le fameux maréchal Radetzky, dont vous connaissez tous au moins le nom par la marche très célèbre à ce sujet. Radetzky menace un peu la Confédération et le Conseil fédéral, pour essayer d'aplanir les difficultés et surtout remettre un peu à l'ordre le Conseil d'État tessinois, qui était tout à fait en faveur des réfugiés italiens, envoie 2 commissaires fédéraux, Münzinger et Alfred Escher. Alors Alfred Escher est au début de sa carrière politique. Il est né en 1819, il n'a donc pas 30 ans, mais il est déjà conseiller d'État à Zurich et un très grand industriel. Il est radical, mais évidemment pas de la même tendance que James Spasi. Je vous rappelle pour mémoire qu'en l'espace de quelques années, Alfred Escher va fonder, avec d'autres bien sûr, mais l'école polytechnique fédérale de Zurich, dont il deviendra vice-président jusqu'à sa mort en 1882, donc de 1855 à 1882, va fonder un établissement bancaire qui va connaître une certaine ampleur puisqu'il s'agit du Kreditanstalt, donc du Crédit Suisse, va également être le président directeur général de la plus grande compagnie ferroviaire, puisqu'à l'époque les CFF n'existent pas, la compagnie du Nord-Ouest, et enfin, avec un peu moins de succès, va s'employer à faire creuser le tunnel du Gothard. Sur le plan politique, c'est au fond le roi de Zurich jusqu'en 1855. Ensuite, il y aura le contre-coup parce qu'il mêle un peu trop affaires et politique, mais il restera l'un des parlementaires les plus influents en Suisse de 1848 à sa mort en 1882. À cette époque, on n'hésitait pas à avoir des mandats longs. D'ailleurs, il était déjà également député au Grand Conseil depuis le début des années 1840, donc très jeune, et le restera aussi jusqu'à sa mort. Alors, dans le débat au Conseil national, Escher prendra la parole, mais ne jouera pas un rôle particulièrement important. Le Conseil fédéral demande à ce moment-là, le 27 novembre 1848, par un projet d'arrêté, de conserver aux réfugiés politiques les droits dont la Suisse a fait un principe et une application constante, mais d'empêcher que les réfugiés italiens, notamment au Tessin, n'abusent à l'avenir du droit d'asile qui leur est accordé. Et notamment, pour cela, on souhaite, sans faire des camps d'internement, ce que voulaient certains parlementaires suisses alémaniques, mais qu'on replie en Suisse intérieure les réfugiés italiens, donc relativement éloignés de la frontière
italo-tessinoise. Et c'est un article 2, c'est le seul qui va être discuté de cet arrêté, qui interdit temporairement au Tessin d'accorder l'asile politique à des réfugiés italiens. La teneur est la suivante. Jusqu'à nouvel ordre de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, il est également interdit au canton du Tessin, sous sa responsabilité, d'accorder à des réfugiés italiens le séjour sur son territoire, sauf les cas où les égards dus à l'humanité justifieraient un procédé contraire. Alors la discussion a lieu dans les deux conseils successivement. Elle a lieu au Conseil national d'abord, et puis elle a lieu au Conseil des États 2 jours plus tard. Conseil des États, l'article 2 est accepté, malgré le vote d'une minorité dont fait partie le radical James Fazi. Et le rapporteur de la commission, formé à l'époque de 5 membres, un radical toujours, nommé Siegfried, écrit « On comprend que beaucoup de citoyens du Tessin et manifestent de grandes sympathies pour les nombreux réfugiés italiens et pour le but qu'ils ont en vue, et qu'en face de conjonctures pareilles, les autorités cantonales se trouvent dans une position difficile. Mais ces sympathies, c'est toujours le rapporteur de majorité qui parle, ne peuvent et ne doivent déroger au devoir sérieux du pays envers lui-même et envers ses voisins. Elle oblige bien plutôt les autorités fédérales à venir d'une manière convenable au secours des autorités cantonales que paralyse cet état de choses. Vous voyez donc la subtilité du raisonnement fédéral qui prend des mesures afin de soutenir la faiblesse, devrait-on dire, des gouvernements cantonaux. Mais le 25 novembre, c'est là, au Conseil national, que la discussion est la plus vive. Et d'ailleurs, le Conseil national, qui n'a à cette époque qu'une centaine de membres, le vote en faveur de cet article 2 sera obtenu par 50 voix contre 46, c'est-à-dire à une très faible majorité, malgré l'intervention très forte du conseiller fédéral Jonas Führer. En l'absence de tout bulletin sténographique, comme je vous l'ai dit à l'époque, les institutions fédérales se mettent en place, il n'y a pas de bulletin sténographique de la discussion. Donc, en principe, on ne connaîtrait pas les arguments invoqués de part et d'autre. Toutefois, la presse assiste déjà parfois aux séances. Et on a la chance, pour ce débat, d'avoir un reportage que fait un jeune journaliste allemand, qui vient d'Angleterre d'ailleurs. Le père était industriel en Angleterre, qui est écrit pour la nouvelle Gazette Rhénane, la Neue Rheinische Zeitung. Et il prend des notes au moment du débat. Évidemment, les notes ne suffisent pas, il travaille aussi de mémoire, mais c'est un témoin oculaire qui rapporte la discussion, et ce reportage paraît dans la Nouvelle Gazette Rhénane le 10 décembre 1848. Le journaliste déclare lui-même « Ici, il n'y a pas de sténographe, et je dois tout noter de mémoire. » Ce qui le frappe, c'est qu'au moment où le général Dufour, c'est déjà général, il a gagné, parle, le silence s'établit dans la salle, alors qu'il y avait eu de vives contestations et bruits
lorsque les débats, de vives empoignades même, entre notamment deux radicaux tessinois, Pioda et Louvigny. Le journaliste décrit le général Dufour. À l'époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de cinéma, et donc les lecteurs de Rhin, de Cologne, là, ne savent pas comment se présente Dufour. Il fait donc un portrait de Dufour. Un vieil homme. Oui, c'est vrai. Dufour a à ce moment-là 65 ans. Il est né en 1787. Et pour l'époque, c'est un vieil homme. Un vieil homme chauve et glabre, au long nez busqué, qui se mit à parler en français. Donc, le journaliste est de langue maternelle allemande. On sait que Dufour ne sait pas le français, mais c'est très intéressant de voir qu'aux origines du Conseil national, déjà, chacun parle dans sa langue, alors même qu'il n'y a pas de traduction simultanée. Heureusement, notre journaliste comprend le français. Il continue. Ce petit vieillard qui, dans son simple vêtement noir et avec son physique tout à fait bourgeois, ressemblait plutôt à un savant et à personne d'autre, et qui frappait par un visage expressif et un regard mobile et pénétrant. C'était le général Dufour, continue le journaliste, le même dont la stratégie circonspecte avait étouffé la fédération séparatiste. Aujourd'hui, on dit le Sonderbund, mais la traduction ancienne dit la fédération séparatiste, presque sans effusion de sang. Quelle distance, continue ce journaliste, le séparait des officiers suisses-allemands de l'Assemblée, parmi lesquels Escher notamment. Il s'agit, dit le journaliste, du premier discours du général devant l'Assemblée, devant le Conseil national, de ce qu'on appelle à la Chambre des communes un maiden speech, qui frappe pourtant le journaliste par sa clarté et sa décision. Là, il faut peut-être un petit peu tempérer, parce que le général Dufour avait déjà l'habitude des débats parlementaires, puisqu'il était membre, depuis la Restauration, du Conseil représentatif, puis ensuite du Grand Conseil de Genève, à partir de 1846. Donc, il avait déjà, dans une assemblée parlementaire, pris la parole. C'était un maiden speech, si l'on veut, au Conseil national, mais ça n'était pas le premier discours que faisait le général Dufour devant une assemblée politique. Toutefois, le journaliste continue qu'il était ébloui par ses opinions, citation, si nobles, si militaires au bon sens du terme, qu'elles faisaient ressortir crûment les basses jalousies et les étroites mesquineries locales des officiers de la Suisse allemande. Vous voyez, notre journaliste n'est pas très militariste. Vous comprendrez pourquoi quand je vous donnerai son nom. L'argumentation de Dufour se fonde tout entière sur une défense résolue de la neutralité, mais d'une neutralité forte, d'une neutralité armée. Charbonnier est maître chez soi. C'est en vertu de ce patriotisme ombrageux que la Suisse, fidèle à sa tradition d'accueil, ouvre ses frontières aux réfugiés. Ces derniers ne doivent cependant pas mettre en péril la sécurité du pays qui les reçoit par des agissements trop proches des frontières. D'où la nécessité de les regrouper à l'intérieur de la Suisse, sans pour autant les interner, comme le demandait Radetzky. La Suisse
se doit de régler seule, sans pression étrangère, la question du droit d'asile. Et il vaut là la peine de retranscrire l'extrait du discours du général Dufour, retranscrit par notre journaliste. Je me réjouis, dit Dufour, que la neutralité soit dans toutes les bouches. On croirait que le débat se passe en 2022. Mais en quoi consiste la neutralité? Toujours le même débat. Elle consiste à ne rien entreprendre ou laisser entreprendre rien qui puisse mettre en danger l'état de paix régnant entre la Suisse et les États voisins. Rien de moins, mais rien de plus. Nous avons donc le droit de donner asile à des réfugiés étrangers. Toujours Dufour. C'est un droit dont nous sommes fiers. Nous le considérons comme un devoir vis-à-vis du malheur. Mais une condition, que le réfugié se soumette à nos lois, qu'il n'entreprenne rien qui mette en danger notre sécurité intérieure et extérieure. Quand un patriote, chassé par la tyrannie, s'efforce, en prenant notre sol pour point de départ, de reconquérir la liberté de sa patrie, je trouve cela explicable. Je ne lui en fais pas grief. Mais alors, nous aussi, nous devons voir ce que nous avons à faire. Si donc, le réfugié aiguise sa plume ou saisit son fusil contre le gouvernement voisin, bon, nous ne l'expulserons pas. Cela serait injuste, mais nous l'éloignerons de la frontière, nous l'internerons. Notre propre sécurité nous l'ordonne, et la considération due aux États voisins, rien de moins, rien de plus non plus. Si, en revanche, nous sévissons non seulement contre le franc-tireur qui fait irruption en territoire étranger, ces fameux Italiens qui sont partis du Tessin en Valteline, mais contre le frère, le père du franc-tireur, contre celui qui est resté tranquille, nous faisons plus que nous ne devons. Nous ne sommes plus impartiaux. Nous prenons parti pour le gouvernement étranger, pour le despotisme contre ses victimes. Et là, le journaliste écrit « Bravo ». Ce n'est pas lui qui se félicite, c'est que Dufour est applaudi par une partie du Conseil national. Et c'est très rare, dans les bulletins sténographiques qu'on voit, déjà qu'il y a parfois manifestation, rire, bruit, bravo. Et il continue. Et c'est justement à l'heure où Radetzky, un homme avec qui certainement personne dans cette assemblée ne sympathise, ça c'est à voir, mais vu le côté relativement uniforme du Conseil national à cette époque, c'est probablement vrai. Et c'est justement à l'heure où Radetzky, un homme avec qui certainement personne dans cette assemblée ne sympathise, nous a déjà demandé injustement d'éloigner de la frontière tous les réfugiés, où il appuie son exigence par des menaces et même par des mesures hostiles. C'est maintenant justement qu'il convient le moins de céder à l'injuste exigence d'un adversaire plus fort que nous, parce que nous aurions l'air d'avoir cédé à la force et d'avoir pris cette décision parce que quelqu'un de plus fort que nous l'exige. Bravo, général. Hein, vous voyez que ces fortes paroles sont là. Ça n'empêchera pas l'article 2 d'être accepté. Au fond, le général Dufour, dans son discours, demande pour les réfugiés politiques le traitement que le fameux révolutionnaire Mazzini, 5 ans plus tard,
reprochera précisément au gouvernement helvétique de ne pas accorder à ses compatriotes. En effet, en 1854, Mazzini écrit « Voulez-vous qu'on dise en Europe que plein de clémence et d'oubli pour ceux qui triomphent, vous ne proscrivez que ceux qui succombent ?» Ajoutant sarcastiquement à l'égard d'un réfugié « Tiens tes idées sous clé, de peur que le maître dont tu viens de briser la chaîne en ait le sommeil troublé. » Donc, dénonciation, évidemment, d'une attitude plus trop peut-être dure vis-à-vis de certains réfugiés. Il faut quand même dire que Mazzini était un agitateur, alors que Dufour a la tête solide et des responsabilités. Certes, son point de vue n'a pas triomphé, il a fallu pourtant toute l'habileté de Jonas Furr, président de la Confédération, pour obtenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une faible majorité au Conseil national. Il convient d'ailleurs de noter que deux conseillers fédéraux, le Tessinois Franceschini et Henri Drouet, le radical vaudois beaucoup plus modéré que Fazy. Drouet, c'est l'homme qui a réussi à faire partie du dernier gouvernement conservateur vaudois, du gouvernement provisoire, et présider le futur gouvernement cantonal radical vaudois. Il faut le faire, ceci en l'espace de quelques semaines. Là, Fazy n'était pas arrivé à ça. Donc, ces deux conseillers fédéraux soutenaient le point de vue du général Dufour. Alors, en 1849, lorsque les réfugiés badois arrivent, et je vais terminer un peu par là, eh bien, on constate que de nombreux gouvernements cantonaux partagent les idées énoncées par Dufour à la tribune du Conseil national et protestent à réitérées reprises contre les mesures jugées trop restrictives par la Confédération. On constate qu'à cette époque, les gouvernements cantonaux de Berne, de Zurich, de Thurgovie, d'Argovie, ainsi que de Lucerne et de Fribourg, mais c'est les conseils d'État radicaux, à la suite du Sonderbund. Ça ne représente probablement pas la vie de la population fribourgeoise et lucernoise, se montrent hostiles aux mesures fédérales. Il y a une lettre très claire du gouvernement thurgovien qui est publiée dans les documents diplomatiques suisses, et un journal bernois écrit tout simplement « Die Schweiz kann nicht mit Ehren ein preußischer Polizeidiener sein ». La Suisse ne peut pas, sans honneur, avec honneur, être un policier prussien. Voilà quelle est l'attitude des autorités politiques et des parlementaires. Mais le gouvernement suisse, s'il est relativement, je ne veux pas dire qu'il file doux, mais modéré face à des États puissants comme la Prusse ou l'Empire d'Autriche, est beaucoup plus sec vis-à-vis de la Sardaigne, qui se plaint de l'attitude que la Suisse a vis-à-vis des réfugiés italiens en 1849. Et elle écrit au ministre des Affaires étrangères sarde, le 31 janvier 1849, « La Suisse n'entend pas se faire l'instrument de pouvoir absolu, tout aussi peu qu'elle veut être l'instrument de révolutions étrangères. » En effet, la Sardaigne venait de s'indigner de l'attitude suisse, et le Conseil fédéral rappelle assez sèchement que 2 mois auparavant, le 12 novembre 1848, le gouvernement sarde protestait contre la faiblesse des autorités suisses face aux réfugiés. Donc un tour d'horizon à 180 degrés, et il dit clairement le Conseil fédéral avoue ne pouvoir concilier les 2 notes du 12 novembre dernier et du 23 janvier courant, et il ne peut s'expliquer une contradiction de cette nature qu'un changement de personne et de manière de voir.
qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Alors, Dufour continuera en 1851, en 1852. Il, notamment, donc, comme je l'ai dit au début de cet exposé, vis-à-vis des réfugiés français, et il lie toujours l'affirmation de la neutralité à celle du devoir d'asile, et notamment invite le Conseil fédéral à une grande fermeté face à la note de l'ambassadeur de France en Suisse, de la République française, qui est le marquis de Salignac-Fénelon, mais qui se fait sèchement rembarrer finalement. Alors, cette attitude, au fond, pourrait se résumer en ce sens. Baumgartner, l'adversaire de Fazy, qui défendait aussi les réfugiés républicains français, s'indigne de la façon dont on accueille trop favorablement les réfugiés. Il y a donc également un courant plutôt conservateur, hostile aux réfugiés, qui dénonce l'attitude que la Suisse a constamment, citation de Baumgartner, à ses émutiers déconfits qui, à chaque fouetté qu'ils recevaient, se sauvaient comme des écoliers battus chez leurs amis, chez leurs voisins. Et il est évidemment tout à fait représentatif de cela. Mais Baumgartner dénonce aussi en 1849, c'est tout à fait contemporain, ces réfugiés de jeunes échauffés. On croirait aussi des textes contemporains. Des natures chevelues, poussées au meurtre, et qui, le verbe haut, prétendent avoir des droits. Et il reproche donc à Fazy son indulgence vis-à-vis des réfugiés. Baumgartner véhicule d'ailleurs des stéréotypes qui ont cours 150 ans plus tard. Il se plaint énormément, pourtant la situation est très différente sur le plan social et financier, il se plaint de ces réfugiés qu'on nourrit dans l'oisiveté. Vous voyez donc que là, l'attitude de Dufour est tout à fait différente. Elle est faite à la fois d'ouverture et de générosité, tout en restant empreinte de un solide réalisme dicté par les conditions géopolitiques de l'Europe en 1848. Car même si les révolutions de 1848 ont scellé la chute de Metternich, l'instigateur de la Sainte Alliance, la réaction a triomphé à nouveau des démocraties balbutiantes dans quasiment toute l'Europe. La France elle-même, après 3 ans de république, est revenue à un régime autoritaire et la Suisse demeure l'un des très rares pays en Europe qui respecte à cette époque les libertés fondamentales, même si la marche des autorités fédérales reste étroite. Alors, vous me direz, puisque Dufour, évidemment, est genevois, vous me direz que son attitude n'est pas si originale dans la mesure où elle rencontre, malgré tout, l'appui d'une partie importante de la classe politique suisse, de la classe politique gouvernante. Ça mérite quand même ce discours du 25 novembre 1848 de rester comme l'un des faits marquants de l'attitude politique du général Dufour. Alors vous me direz, mais ce journaliste, alors, qui était-il? Alors à l'époque, c'est un jeune journaliste tout à fait inconnu, en tout cas en Suisse, un peu moins probablement en Allemagne, et puis il a un grand ami qu'il entretient parce qu'il est riche, et que son père est un industriel à Manchester puissant. Il entretient financièrement cet ami avec lequel il va
publié un manifeste aussi en 1848. Alors ce journaliste, ça rend d'autant plus intéressant ce qu'il dit du général Dufour. Il s'appelle, vous l'avez sans doute déjà reconnu ou vous le savez, Friedrich Engels. Et c'est donc l'ami de Marx. Et grâce à Friedrich Engels, on a sinon le mot à mot, du moins l'essence du discours du général Dufour au Conseil national en faveur des étrangers. Ça, c'est corroboré d'ailleurs par un certain nombre de documents diplomatiques qui sont publiés dans le premier tome des documents diplomatiques suisses, parus déjà, vous savez que maintenant ça va jusqu'aux années 60-80, 70, mais avec des notes, c'est des notes tirées du département politique fédéral, mais ça vous donne aussi un aperçu extrêmement intéressant, neuf, sur quelqu'un qui n'avait certainement pas, sur bien des points, les idées de Dufour sur son attitude au Conseil national. Je vous remercie. Bravo.